les racines historiques des relations entre la Russie et l'Ukraine. Les territoires qui constituent aujourd'hui la Russie et l'Ukraine ont été le théâtre d'interactions complexes depuis de nombreux siècles. Ces liens, marqués par des échanges politiques, culturels et sociaux, se sont tissés graduellement à partir du Haut Moyen-Âge. Au cœur de cette histoire se trouve la Rousse de Kiev, une confédération de tribus slaves orientales qui s'est imposée comme un centre majeur d'influence à partir du IXe siècle. Cette entité politique a joué un rôle crucial dans le façonnement des identités régionales, tout en établissant des connexions solides entre les populations qui habitaient ces vastes plaines eurasiatiques. La Rousse de Kiev a constitué un premier creuset culturel où les ancêtres des Ukrainiens et des Russes actuels ont partagé une langue, des traditions communes, ainsi qu'un système politique embryonnaire. Durant cette période, les échanges avec l'Empire byzantin ont renforcé le développement religieux et culturel, notamment avec l'adoption du christianisme orthodoxe vers la fin du Xe siècle. Ce choix spirituel a profondément influencé les institutions et l'art de la région, tout en distinguant cette sphère d'autres espaces slaves. Malgré des rivalités internes, la Rousse de Kiev a posé les bases d'une civilisation partagée aux contours fluctuants, selon les alliances et les conflits entre les principautés. À partir du XIIIe siècle, l'invasion mongole bouleversa durablement la configuration politique de cette région. Le pouvoir central de Kiev sombra, tandis que de nouvelles entités politiques apparurent, notamment le Grand-Duché de Moscou, qui émergea comme un centre de puissance dans le nord-est. Ce processus s'accompagna d'un déplacement progressif des équilibres politiques, où Moscou revendiqua le rôle de protecteur des terres russes orthodoxes. Parallèlement, les territoires situés dans l'actuelle Ukraine se retrouvèrent sous l'influence du Grand-Duché de Lituanie, puis de la couronne polonaise, introduisant une diversité d'influences politiques et culturelles plus vaste encore. Ces siècles marquèrent ainsi l'émergence de différences notables. La zone ukrainienne, plus ouverte aux influences occidentales, développa des institutions locales et des pratiques sociales qui divergeaient progressivement de celles du nord-est russe. Le poids de la noblesse polonaise et des structures étatiques lituaniennes contribua à cette spécificité, tandis que l'identité locale s'enrichissait d'éléments issus des échanges commerciaux et des flux culturels. Il faut souligner que la langue ukrainienne naissante se forma sur cette base plurielle, offrant un trait distinctif supplémentaire dans le paysage politique et culturel de la région. Le XVIIe siècle fut une période charnière avec la révolte des Cosaques sous le commandement de Bohdan Chmelnytsky, qui tenta de consolider une entité autonome face aux puissances environnantes. Cette insurrection majeure révolutionna temporairement les rapports de force dans la région. Elle conduisit à la signature du traité de Péreyaslav, par lequel une partie des terres ukrainiennes se plaça sous la protection du tsarat de Moscou. Cette alliance, perçue différemment selon les perspectives historiques, a marqué un tournant dans les relations russo-ukrainiennes. D'un côté, elle ouvrit la porte à un rapprochement politique renforcé, mais de l'autre, elle posa les jalons d'un contrôle progressif qui influença profondément le destin de l'Ukraine dans les siècles suivants. Les XVIIIe et XIXe siècles virent une intensification de l'intégration territoriale orchestrée par l'Empire russe, qui étendit son administration sur l'essentiel des terres ukrainiennes actuelles. Ce processus ne fut pas exempt de tensions, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des particularismes culturels et linguistiques. La politique russifiante, visant à unifier sous des normes impériales homogènes, entra souvent en confrontation avec les aspirations locales à préserver une identité distincte. Parallèlement, le nationalisme ukrainien se développa progressivement, porté par des intellectuels, des écrivains et des mouvements sociaux qui cherchèrent à valoriser l'héritage culturel propre. Cette dualité illustre la complexité des rapports entre domination et résistance dans cette période. L'avènement du XXe siècle accentua davantage ces dynamiques. La révolution russe de 1917 et la guerre civile qui suivit furent des moments critiques pour l'Ukraine, candidate à l'indépendance dans un contexte instable. Différentes entités politiques cherchèrent à s'imposer, mais la poussée bolchevique et la formation de l'Union soviétique modifièrent profondément les frontières et les statuts politiques, en incorporant l'Ukraine à un système fédéral centralisé sous l'égide de Moscou. La période soviétique apporta un développement industriel, des transformations sociales majeures, mais également des épisodes tragiques tels que la famine de 1933, connue sous le nom de Holodomor, qui laissa une empreinte,
durable dans la mémoire collective ukrainienne. L'Union soviétique fut marquée par une politique oscillant entre une reconnaissance formelle de la diversité des peuples et une centralisation autoritaire visant à consolider un État unifié. La coexistence difficile entre russophones et ukrainophones, dans ce cadre, jeûnera des tensions latentes, exacerbées par des contextes géopolitiques variés, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Le statut de l'Ukraine au sein de cette fédération reflétait une dualité constante entre autonomie limitée et contrôle strict, contribuant ainsi à la complexité des relations. L'effondrement de l'Union soviétique à la fin du XXe siècle ouvrit un nouvel épisode dans l'histoire des relations russo-ukrainiennes. L'Ukraine proclama son indépendance en 1995 et entama une transition difficile vers une souveraineté politique et économique pleine. Cette période fut caractérisée par des défis majeurs tels que la construction d'un État-nation moderne, la redéfinition des frontières et la gestion d'une identité nationale plurielle. Les liens avec la Russie, même s'ils restaient importants au niveau économique, devinrent plus conflictuels sur le plan politique entre coopération nécessaire et rivalité accrue. Les années 2000 virent dans l'émergence de plusieurs crises, dont certaines touchèrent indirectement la question du contrôle territorial, notamment en Crimée ainsi que dans l'est de l'Ukraine. Ces conflits trouvent leur cachot dans l'histoire complexe que nous avons explorée, mêlant héritages impériaux, influences culturelles, aspirations nationales et tensions géopolitiques. Cette situation actuelle ne peut être comprise pleinement sans garder à l'esprit l'évolution longue et nuancée des relations entre ces deux peuples. C'est dans cette perspective que les événements contemporains prennent tout leur sens, inscrits dans une continuité historique profonde. Ainsi, depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours, les interactions entre la Russie et l'Ukraine se caractérisent par une alternance de coopération étroite et de divergences parfois radicales. Les héritages communs se confrontent aux particularismes nationaux nés de plusieurs siècles d'histoire. Cette histoire partagée, marquée à la fois par des moments d'unité et de division, doit être envisagée avec recul et nuance. Les racines du conflit contemporain s'enracinent bien au-delà des seules dates récentes, révélant un panorama complexe aux multiples dimensions. En poursuivant notre exploration, il convient maintenant d'examiner plus précisément les transformations du XXe siècle, en particulier les impacts des régimes soviétiques et post-soviétiques sur la configuration politique et identitaire des deux pays. Cette analyse permettra d'éclairer les dynamiques qui ont directement précédé les événements plus récents dont l'impact se fait encore sentir aujourd'hui. L'évolution de l'Empire russe et l'intégration de l'Ukraine. L'histoire de l'incorporation progressive des territoires ukrainiens au sein de l'Empire russe s'inscrit dans un contexte complexe d'expansion territoriale et de transformation politique qui se sont déroulés sur plusieurs siècles. Dès le début de la période moderne, les processus d'intégration ont été marqués par des dynamiques à la fois militaires, administratives et culturelles, affectant profondément les structures sociales locales et les formes d'organisation politique. Au cours du XVIIe siècle, l'Ukraine était un territoire caractérisé par une mosaïque de pouvoirs et d'influences. Une partie importante de ce territoire relevait du Commonwealth polono-lituanien, tandis que d'autres portions étaient sous le contrôle direct ou indirect de l'Empire ottoman, de la principauté de Moldavie ou de la Moscovie, qui deviendra plus tard Russie. Cet entrelac de souveraineté formait le cadre dans lequel s'insèrent les premières tentatives de la Russie pour étendre son influence vers l'ouest et le sud. L'essor du Tsarat de Russie au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, notamment sous le règne d'Alexis Ier, favorisa une politique d'alliance et de conquête visant à renforcer le contrôle sur les territoires limitrophes. C'est dans cette période que la Grande Guerre du Nord mit en évidence l'importance stratégique des terres ukrainiennes, en particulier les régions forestières et côtières, au regard de l'accès aux mers et aux routes commerciales. La signature du traité de Péreyaslav en l'année 1639 représente un moment clé de la relation entre la Russie et l'Ukraine, posant les bases d'un lien politique plus étroit. Cependant, cet accord ne signifiait pas une intégration immédiate ou complète. Le processus fut graduel, caractérisé par une évolution constante des statuts politiques et des relations entre la population locale et les autorités russes. Les Cosaques, figures emblématiques de cette période, jouèrent un rôle central, oscillant entre coopération et résistance,
ce qui illustre la complexité de ces dynamiques. Leur existence même témoignait de formes d'autonomie et de pouvoir partagé, qui furent progressivement limitées par les mesures centralisatrices mises en place par l'administration impériale. Au XVIIIe siècle, sous la gouverne éclatante de Pierre le Grand et de Catherine la Grande, la Russie entreprit une modernisation de ses institutions et une expansion territoriale notable vers le sud. La conquête de la Crimée en 1793 fut une étape décisive pour la Russie, assurant une présence durable sur la mer Noire et augmentant son poids géopolitique. Cette avancée fut également accompagnée de changements dans l'organisation des territoires ukrainiens, avec la suppression progressive des structures autonomes au profit d'une centralisation accrue. Les réformes administratives de cette époque visaient à intégrer pleinement ces régions dans le cadre impérial, standardisant les lois, administrant la fiscalité et établissant une hiérarchie officielle. Parallèlement, il y eut une intensification de la russification culturelle, notamment par l'établissement d'écoles, la promotion de la langue russe dans les institutions et les pratiques religieuses orthodoxes. Ces mesures eurent un impact durable sur la composition ethnique, linguistique et culturelle des populations locales. L'intégration économique s'accompagna d'un développement des infrastructures et d'une mise en valeur plus organisée des terres agricoles. La richesse naturelle, notamment les vastes plaines fertiles et la production céréalière, fit de l'Ukraine un maillon important dans la chaîne d'approvisionnement de l'Empire. Cette exploitation eut des conséquences sociales notables, avec des transformations dans les rapports entre les propriétaires terriens, souvent d'origine russe ou polonaise, et les paysans ukrainiens, qui se virent soumis à des conditions souvent difficiles, renforçant les inégalités et les tensions sociales. Les conséquences politiques de cette intégration furent également significatives. L'assimilation progressive des élites locales dans l'administration impériale contribua à modifier le paysage politique, souvent au détriment des traditions autochtones. Ce processus limita les tentatives d'affirmation d'une identité ukrainienne distincte sur la scène publique officielle, tout en stimulant diverses formes de résistance et de revendications culturelles en marge des structures dominantes. L'héritage de cette période se retrouve dans la complexité des relations entre Russie et Ukraine, marquée par une histoire partagée, mais aussi par des différences de trajectoire et d'interprétation. La connaissance précise des étapes de cette incorporation, des modalités administratives aux transformations sociales, éclaire les racines profondes des conflits qui émergent dans les siècles ultérieurs. Cette période d'expansion et d'intégration reste une clé pour comprendre les enjeux actuels. Elle révèle comment les dynamiques historiques d'empire peuvent façonner durablement les identités, les rapports de pouvoir et les mémoires collectives, en posant des bases qui influencent encore aujourd'hui les relations entre ces deux entités. Les événements qui suivirent, ainsi que les conséquences des premières phases d'intégration, méritent une exploration attentive afin d'approfondir la compréhension des interactions entre Russie et Ukraine dans le cadre des transformations politiques et sociales plus larges de la région. Ce regard historique permet de mieux saisir la complexité des enjeux contemporains, qui s'enracinent dans un tissu fait d'histoires imbriquées et de dynamiques multiples. Ce récit pourrait poursuivre l'analyse en examinant les développements politiques du XIXe siècle, les mouvements nationaux émergents et leur influence sur le contexte impérial, préparant ainsi le terrain pour les événements décisifs qui marqueront les débuts du XXe siècle. Importance de la période soviétique dans la formation des identités. L'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine trouve ses racines dans une période particulièrement riche et complexe qui recouvre l'existence de l'Union soviétique. Pendant cette époque, qui s'étend de la fin de la Révolution russe au début des années 90, les dynamiques politiques et sociales ont profondément influencé la formation des identités nationales des deux peuples. La nature même de ces interactions repose en grande partie sur la politique officielle menée par Moscou, notamment à travers des tentatives de centralisation du pouvoir et des mesures destinées à homogénéiser les populations sous une bannière soviétique commune. Il convient d'analyser ces politiques dans leur ensemble afin de comprendre les tensions et les héritages qui se manifestent encore aujourd'hui. L'un des aspects majeurs de cette période est sans doute la politique dite de russification. Cette politique, mise en œuvre à différents moments, mais avec une intensité variable, visait à promouvoir la langue russe comme langue principale dans les institutions, l'éducation et la culture.
Ce phénomène ne s'est pas limité à une simple préférence linguistique. Il s'inscrivait dans une volonté plus large d'unifier les peuples au sein de l'Union en réduisant les spécificités nationales. En Ukraine, cette approche a notamment impliqué la marginalisation progressive du ukrainien dans l'espace public, ce qui a engendré des frustrations et des résistances, parfois voilées, parfois plus ouvertes au fil des décennies. Ainsi, la coexistence de ces deux langues a été marquée par un certain déséquilibre, qui reflète en soi une tension politique profonde. Par ailleurs, l'organisation administrative de l'Union soviétique a contribué à complexifier les relations entre la Russie et l'Ukraine. Les républiques de l'Union bénéficiaient officiellement d'une certaine autonomie, mais celle-ci restait largement symbolique face au pouvoir central exercé par le Parti communiste à Moscou. Ce système fédéraliste à géométrie variable a souvent été perçu comme ambigu, mêlant le maintien superficiel des identités locales à une domination politique et économique rigoureuse. En Ukraine, la compétence en matière culturelle et linguistique a été en partie laissée entre les mains des autorités locales, mais sous la supervision étroite de Moscou, imposant une forme de contrôle indirect qui a façonné les relations intra-ethniques et déterminé les cadres politiques locaux. Au-delà des politiques linguistiques et administratives, il faut également prendre en compte les facteurs économiques qui ont influencé les rapports entre la Russie et l'Ukraine. La planification centrale attribuait un rôle précis à chaque république selon ses ressources et sa spécialisation industrielle. L'Ukraine, riche en terres agricoles et en industries lourdes, notamment dans le charbon et l'acier, était une pièce maîtresse de cet agencement. Cependant, cette spécialisation a créé une dépendance économique vis-à-vis des décisions prises à Moscou et, inversement, un déséquilibre dans les échanges entre les républiques. Ce modèle économique intégré renforçait une certaine interdépendance, mais il alimentait aussi des ressentiments liés à la perception d'exploitation ou de sous-valorisation des ressources ukrainiennes. La dimension culturelle et identitaire ne saurait être dissociée des récits historiques et des mythes qui ont circulé tout au long de la période soviétique. La prétendue fraternité entre Ukrainiens et Russes a été régulièrement mise en avant dans la propagande officielle, insistant sur un passé commun et des origines partagées. Pourtant, ce discours simplificateur ne traduisait pas toujours la complexité réelle des liens entre ces peuples. En effet, les interprétations scénarisées de l'histoire étaient souvent adaptées pour renforcer l'unité politique, ce qui a pu alimenter des ressentiments liés à la suppression de perspectives historiques divergentes, notamment les épisodes douloureux comme la famine des années 30, connue sous le nom d'Holodomor, dont la reconnaissance a longtemps été limitée sur le plan officiel. La période soviétique est également marquée par de nombreuses transformations sociales qui ont modifié profondément les modes de vie et les relations intercommunautaires. L'urbanisation accélérée, la collectivisation, la montée de l'éducation et l'industrialisation ont entraîné des mutations dans la composition démographique. Un phénomène notable a été le déplacement massif de population, soit par des politiques volontaristes d'installation ou de réinstallation, soit par les conséquences indirectes des purges et des déportations. Ces mouvements ont favorisé le mélange des communautés russophones et ukrainophones dans certaines régions, créant des espaces complexes d'appropriation et de confrontation identitaire qui subsistent aujourd'hui encore. Il importe de souligner que l'Union soviétique a également instauré des mécanismes de promotion des cultures nationales, bien que strictement encadrés. Les expressions artistiques, les traditions folkloriques et les langues locales ont bénéficié d'un certain soutien, mais toujours sous réserve qu'elles ne contredisent pas l'idéologie officielle et l'objectif de construire un peuple soviétique uni. Cette ambivalence a donné lieu à des contradictions internes, dans lesquelles la culture ukrainienne était à la fois promue comme richesse à célébrer et censurée lorsqu'elle devenait vecteur de revendications autonomistes ou nationales. La coexistence de ces tendances a modelé une identité ambivalente, tiraillée entre affirmation culturelle et soumission politique. Avec la dissolution de l'Union soviétique à la fin du XXe siècle, les héritages de cette période sont devenus la base sur laquelle se sont construites les nouvelles réalités politiques et identitaires. Les différends historiques et les mémoires conflictuelles n'ont pas disparu avec la fin du régime soviétique. Ils ont même souvent refait surface avec plus de force. Les frontières administratives créées dans cette époque ont pris une dimension nouvelle, accompagnée d'un renforcement de la conscience nationale dans chaque république indépendante.
La Russie et l'Ukraine se sont ainsi retrouvés confrontés à un passé partagé, mais aussi à des interprétations divergentes, nourries par des décennies de politique soviétique et par des expériences différenciées de l'Union. Cette introduction à la période soviétique permet de comprendre que la formation des identités russes et ukrainiennes ne peut se réduire à une simple opposition, mais qu'elle résulte de processus longs, complexes et souvent contradictoires. L'importance des politiques de russification, les structures administratives de l'Union, les dynamiques économiques, ainsi que les stratégies culturelles et sociales ont tous contribué à façonner un héritage commun et conflictuel. C'est dans ce contexte que les relations entre ces deux nations doivent être appréhendées, en tenant compte des nuances et des ambivalences qui représentent le passé soviétique. Ces éléments apportent un éclairage nécessaire à toute analyse contemporaine des conflits et des tensions entre la Russie et l'Ukraine. La compréhension de ce cadre historique est une condition préalable essentielle pour envisager avec lucidité les évolutions actuelles. En poursuivant cette réflexion, il sera possible d'examiner plus précisément les événements qui ont suivi la fin de l'Union soviétique, en explorant comment ces héritages sont mobilisés, interprétés et parfois instrumentalisés dans le débat politique et social contemporain. Ainsi, l'étude attentive de cette période offre une base solide pour mieux appréhender les défis du présent et du futur dans cette région. L'Ukraine, entre indépendance et dépendance après 1990. L'effondrement de l'Union soviétique au début des années 1990 a fondamentalement transformé la carte politique de l'Eurasie, donnant naissance à plusieurs États indépendants, parmi lesquels se trouvait l'Ukraine. Ce pays, riche d'une histoire complexe et ancré dans des traditions millénaires, s'est alors retrouvé à la croisée des chemins entre son héritage soviétique et les aspirations à une indépendance affirmée. La déclaration d'indépendance de l'Ukraine est survenue en 1992, un moment marquant qui a ouvert une nouvelle ère, pleine tant de promesses que de défis. Le chemin vers l'établissement d'un État stable a été semé d'embûches. L'économie ukrainienne s'est trouvée dans une situation précaire, héritière d'un système centralisé qui ne correspondait plus aux besoins d'un pays souverain. La transition d'une économie planifiée à une économie de marché a provoqué d'importantes secousses sociales, avec une inflation galopante, la chute de la production industrielle et une augmentation du chômage. Ces difficultés économiques ont pesé lourdement sur la population, creusant des inégalités et alimentant une certaine nostalgie pour les certitudes d'antan. Sur le plan politique, l'Ukraine a dû naviguer entre des courants parfois contradictoires. Les forces favorables à une intégration plus étroite avec l'Europe coexistaient avec des segments de la société attachés à des liens forts avec la Russie. Ce dernier point n'était pas anodin, car ces liens étaient non seulement historiques, mais également économiques et culturels. La dépendance énergétique à la Russie, notamment en ce qui concerne le gaz naturel, conditionnait en partie la politique extérieure ukrainienne. Par ailleurs, la langue et la culture russe restaient très présentes dans certaines régions du pays, exacerbant parfois les tensions identitaires. Historiquement, l'Ukraine et la Russie partagent une origine commune qui remonte à l'époque de la Rus de Kiev, entité médiévale considérée comme le berceau des nations slaves de l'Est. Au fil des siècles, cette relation a évolué, parfois marquée par une coopération étroite, parfois par des épisodes de domination ou de conflit. La période soviétique a renforcé fortement l'intégration économique et administrative, mais a aussi laissé des traces durables dans la mémoire collective des deux peuples. La complexité de cette histoire commune rendait toute tentative de rupture nette difficile à mettre en œuvre. Avec l'indépendance, une question essentielle a émergé autour du statut de la Crimée et du Donbass, régions au profil ethnique et linguistique variés. Elles étaient souvent au centre de débats politiques intenses, symbolisant les desseins parfois contradictoires qui s'affrontaient au sein de la jeune Ukraine indépendante. Ces territoires posaient néanmoins des défis considérables, notamment en matière de gouvernance et de réconciliation interne. Le maintien d'une cohésion nationale s'avérait primordial mais délicat, compte tenu des divergences profondes qui traversèrent la société. Au cours des premières années, plusieurs accords bilatéraux ont été signés entre l'Ukraine et la Russie pour essayer de réguler les relations, notamment dans le domaine militaire, énergétique et commercial. Ces accords témoignaient d'une volonté pragmatique de coopération,
tout en reflétant les déséquilibres et les enjeux stratégiques. Par exemple, la question du retrait des armes nucléaires placées sur le sol ukrainien a été un sujet majeur, illustrant la complexité et l'importance de la sécurité internationale dans ce contexte. Le désarmement ukrainien, soutenu par plusieurs puissances mondiales, a contribué à apaiser temporairement certains contentieux. Sur le plan culturel, les échanges restèrent nombreux, parfois tumultueux mais également profonds. La littérature, le cinéma, la musique et la langue russe continuaient à influencer la société ukrainienne, tandis que s'affirmèrent parallèlement des expressions culturelles locales, revendiquant une identité propre. Ce phénomène contrasté nourrissait un débat souvent vif sur la place que devait occuper la culture russe au sein de l'Ukraine indépendante. Le gouvernement de Kiev devait alors gérer avec prudence ce délicat équilibre, oscillant entre ouverture et affirmation nationale. Parallèlement à ces évolutions internes, le contexte international pesait lourdement sur l'Ukraine. La nouvelle configuration géopolitique après la fin de la guerre froide plaçait le pays en position d'acteur stratégique, objet d'intérêt tant pour la Russie que pour l'Union européenne et les États-Unis. Cette situation amplifiait les tensions et obligeait l'Ukraine à manier habilement ses alliances, sans perdre de vue ses objectifs de développement et de stabilité. L'importance de ce positionnement a été déterminante dans la suite des événements, forgeant le destin politique et identitaire de l'Ukraine. En résumé, les premières années indépendantes de l'Ukraine ont été marquées par une coexistence fragile entre les héritages du passé soviétique et les ambitions d'un futur souverain. Le pays a dû relever de multiples défis économiques, sociaux et politiques, tout en entretenant des relations complexes avec la Russie. Ces tensions sous-jacentes n'ont jamais disparu, mais ont parfois été contenues par des compromis et des dialogues. Cette époque a posé les fondations d'un chemin qui allait se révéler plus difficile encore dans les décennies suivantes, nécessitant une compréhension fine des dynamiques internes et externes. Ce récit posé et mesuré invite à réfléchir sur la manière dont les histoires partagées s'entrelacent et influencent les trajectoires nationales, sans jamais ignorer les difficultés rencontrées ni les espoirs portés. Il éclaire les conditions dans lesquelles une nation cherche à définir son identité au-delà des circonstances adverses, dans un environnement politique mouvant et souvent incertain. L'étude de ces années fondatrices offre ainsi une clé essentielle pour appréhender la complexité du présent. Alors que l'Ukraine poursuivait sa quête de stabilité et d'autonomie, les interactions avec la Russie se sont intensifiées, donnant lieu à de nouveaux épisodes décisifs qui méritent une attention approfondie. Cette transition délicate et les enjeux qu'elle soulève ouvrent la voie à l'exploration des développements politiques et sociaux qui ont marqué la décennie suivante. La compréhension des fondements posés durant ces années est indispensable pour saisir les évolutions ultérieures. Les facteurs économiques et énergétiques comme source de tension. Les relations entre la Russie et l'Ukraine ont toujours été influencées par des facteurs économiques et énergétiques, éléments clés qui se sont souvent révélés à la source de tension profonde entre ces deux nations. La richesse en ressources naturelles, particulièrement le gaz naturel, joue un rôle central dans cette dynamique complexe qui s'étend sur plusieurs décennies. Comprendre cette dimension permet d'appréhender les racines des conflits et les enjeux stratégiques qui en découlent. Depuis l'ère soviétique, l'Ukraine a occupé une position critique en tant que principal pays de transit pour le gaz russe destiné à l'Europe. Cette fonction a conféré à l'Ukraine une importance géopolitique considérable. Le contrôle des infrastructures de transport, des pipelines et des ressources énergétiques est rapidement devenu un levier de pouvoir et une source de désaccords récurrents. La dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe a accentué cette tension, mettant en jeu des intérêts économiques majeurs des deux côtés. La Russie, riche en ressources énergétiques, a longtemps utilisé ses exportations de gaz comme un outil de politique étrangère. Les différends sur les prix et les conditions d'approvisionnement avec l'Ukraine ont donné lieu à plusieurs crises énergétiques. Par exemple, au début des années 2010, plusieurs coupures d'approvisionnement ont perturbé l'approvisionnement énergétique de nombreux pays européens. Ces coupures ont mis en lumière la vulnérabilité du système énergétique européen et la complexité des relations russo-ukrainiennes. Par ailleurs, l'Ukraine cherche depuis plusieurs années à diversifier ses sources d'énergie et à réduire sa dépendance au gaz russe. Ce mouvement s'explique par les enjeux de sécurité nationale et par la volonté de s'aligner davantage avec les marchés énergétiques européens.
Toutefois, les infrastructures énergétiques héritées de l'époque soviétique restent pour beaucoup sous contrôle russe ou fortement liées à la Russie, rendant cette transition difficile et prolongée. Le développement des projets énergétiques alternatifs comme les gazoducs contournant l'Ukraine aggrave les tensions. Ces projets, soutenus par la Russie, visent à réduire le rôle de l'Ukraine comme pays de transit. Cette évolution menace les revenus substantiels générés par les frais de transit et modifie la balance économique entre les deux pays. L'ampleur de ces enjeux économiques contribue directement à l'aggravation des relations bilatérales. L'exploitation des ressources énergétiques sur le territoire ukrainien ajoute une autre couche au conflit. Certaines régions riches en ressources, notamment dans l'est de l'Ukraine, ont vu croître les tensions autour du contrôle des gisements. Ces ressources constituent une source de revenus stratégique pour les autorités locales et pour les acteurs extérieurs qui y interviennent. Cette dimension économique se combine aux facteurs politiques et territoriaux pour complexifier davantage le conflit. Au-delà du gaz, les relations commerciales et énergétiques intégrant également le charbon, le pétrole et d'autres matières premières jouent un rôle majeur. La dépendance mutuelle de la Russie et de l'Ukraine dans ces secteurs crée un réseau d'interdépendance qui est à la fois facteur de coopération et de conflit. Les fluctuations des marchés mondiaux influencent fortement cette relation, amplifiant la volatilité et les incertitudes sur la scène régionale. En outre, les questions énergétiques sont indissociablement liées à des préoccupations stratégiques plus larges. Le contrôle des ressources énergétiques est souvent perçu comme une question de souveraineté et d'influence régionale. Les décisions liées à la politique énergétique s'inscrivent donc dans un contexte géopolitique où chaque partie cherche à consolider sa position face à l'autre. Cette rivalité structure une grande part du conflit. L'histoire récente témoigne de l'importance de ces enjeux. Par exemple, lors de négociations internationales, les discussions sur les contrats gaz et sur les routes de transit sont toujours au centre des débats. Ces accords sont souvent conditionnés par des considérations politiques bien au-delà des seules questions économiques. Les sanctions économiques, les pressions diplomatiques et les alliances régionales jouent également un rôle dans cette équation énergétique. L'initiative de l'Ukraine à moderniser ses infrastructures énergétiques avec l'aide de partenaires européens illustre également la volonté de changement. Cela vise à assurer une meilleure sécurité énergétique et à intégrer pleinement son système énergétique à l'Europe. Cette coopération entraîne des réactions diverses, parfois conflictuelles, de la part de la Russie, qui y voit une menace à ses intérêts stratégiques dans la région. Enfin, il est important de noter que la dimension énergétique n'est qu'un aspect d'un conflit plus large mais fondamental. Les tensions économiques se traduisent souvent par des aspects politiques, territoriaux et culturels qui s'enchevêtrent. C'est cette complexité multidimensionnelle qui rend le conflit entre la Russie et l'Ukraine particulièrement difficile à résoudre. Ces éléments montrent clairement que la dimension énergétique, notamment la question du gaz naturel, constitue un élément fondamental pour comprendre les tensions historiques et actuelles entre les deux pays. La maîtrise des ressources et des infrastructures énergétiques reste au cœur des enjeux bilatéraux, en lien étroit avec la géopolitique régionale et mondiale. Ainsi, l'analyse des facteurs économiques et énergétiques ouvre la voie à la compréhension des autres aspects du conflit. Cette perspective prépare à aborder les caractéristiques politiques, territoriales et sociales qui ont également façonné cette histoire complexe. La suite s'attachera à explorer ces dimensions complémentaires, indispensables pour une vision globale et nuancée. Le rôle de la Crimée dans l'histoire contemporaine. La péninsule de Crimée occupe une place particulièrement complexe et significative dans l'histoire contemporaine de la région eurasiatique. Dès l'Antiquité, ce territoire a été un carrefour de diverses civilisations. Partagé entre peuplades grecques, scythes et plus tard les Romains et Byzantins, sa position stratégique sur la mer Noire en a toujours fait un objet de convoitise. Cet enchevêtrement d'influences culturelles et politiques jette les bases d'un héritage historique dense. Au fil des siècles, la Crimée s'est transformée sous l'impulsion de plusieurs empires, notamment l'Empire ottoman, puis l'Empire russe, ce qui a forgé une identité particulière qui mêle langue, religion et tradition. À partir du XVIIIe siècle, la Crimée entre durablement dans le champ d'action de la Russie impériale suite à une série de guerres opposant les Russes aux Ottomans. Cette période marque un tournant décisif.
la Russie annexe la péninsule et y déploie une politique de colonisation et de russification. C'est dans ce contexte que de nombreuses populations tatares, autrefois majoritaires, sont contraintes de migrer ou se voient marginalisées. La fondation de Sébastopol, avec son port militaire, illustre clairement la vocation stratégique incontestable de la région sous le contrôle russe. L'influence russe s'enracine ainsi profondément, faisant de la Crimée un pilier essentiel dans la projection de puissance vers la mer Noire. Le XXe siècle témoigne de bouleversements majeurs pour la Crimée, notamment à travers les événements liés à la Révolution russe de 1917 et aux restructurations territoriales qui s'ensuivent. En 1921, la Crimée est intégrée à la République socialiste soviétique de Russie. Cependant, c'est surtout en 1954 qu'un moment crucial de l'histoire contemporaine s'inscrit: le transfert administratif de la péninsule à la République socialiste soviétique d'Ukraine par décision du gouvernement soviétique. Ce déplacement, souvent perçu comme une formalité administrative dans le cadre unique de l'URSS, a jeté les bases de tensions à venir, en particulier après la dissolution de l'Union soviétique. L'agitation politique de la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle révèlent à quel point la Crimée cristallise les enjeux nationaux et internationaux. Lors de la déclaration d'indépendance de l'Ukraine en 1990 et la disparition officielle de l'URSS en 1990 et 1, la Crimée se retrouve placée sous administration ukrainienne. Cette mesure suscite un mélange de revendications identitaires. La population russe vivant sur place perçoit souvent la Crimée comme partie intégrante de sa sphère culturelle et historique, alors que l'Ukraine considère la péninsule comme un élément vital de son territoire souverain. Ce paradoxe n'a cessé d'alimenter des frictions profondes. Les intérêts géopolitiques sur la Crimée sont multiples. Outre sa valeur stratégique dans la projection militaire, la péninsule regorge de ressources naturelles et représente un pôle touristique important. La base navale de Sébastopol demeure un atout majeur pour la Russie, garantissant un accès clé à la Méditerranée et au-delà. Cela explique en partie pourquoi la Russie n'a jamais renoncé à exercer une influence directe ou indirecte sur cette région, depuis son retour en scène comme acteur international majeur. La Russie et l'Ukraine développent des politiques parfois conflictuelles, alliant diplomatie, revendications historiques et forces militaires autour de ce territoire. Les événements de 2014 apparaissent donc comme le point culminant d'un long processus historique. La décision russe de réintégrer la Crimée à sa fédération, à la suite d'un référendum aux résultats controversés, a déclenché une série de réactions au niveau mondial, mettant à l'épreuve la stabilité de l'ordre international. Si cette annexion était justifiée par la Russie comme un retour à la légitimité historique, elle est largement contestée par l'Ukraine et une partie importante de la communauté internationale. La situation a engendré un contexte de tensions persistantes, voire de conflits armés dans le Donbass voisin, témoignant des enjeux complexes qui entourent cette région. La Crimée reste ainsi le cœur d'un dialogue compliqué, mêlant souveraineté, identité et intérêts stratégiques. Les mécanismes historiques montrent comment ce territoire est loin d'être un simple morceau de terre, mais bien un miroir des relations ambivalentes entre Russie et Ukraine. L'histoire de la péninsule, même dans sa dimension administrative et politique, révèle souvent les profondes fractures et aussi les zones de convergence possibles, situées au croisement des mémoires nationales et des ambitions géopolitiques. Comprendre cette trame essentielle est indispensable pour saisir les dynamiques qui façonnent encore aujourd'hui la région. Le poids historique de la Crimée n'est pas uniquement ancré dans le passé contemporain. En effet, les récits et les légendes liées aux différentes populations qui se sont succédées sur ces terres continuent d'influencer la perception collective. Les Tatars de Crimée, notamment, sont porteurs d'une mémoire douloureuse marquée par la déportation de 1944, ordonnée par Staline, qui a profondément transformé la démographie locale. Ces événements ont laissé des traces indélébiles et continuent d'affecter les débats politiques. Par ailleurs, la présence des Byzantins, des Génois et des Ottomans dans l'histoire de la péninsule a également façonné un riche patrimoine culturel, complexe et pluriel. On observe également que le contexte international joue un rôle dans la permanence du conflit autour de la Crimée. Les alliances et rivalités contemporaines
s'inscrivent dans un schéma plus large où les puissances mondiales interviennent indirectement par des sanctions, des soutiens diplomatiques ou militaires. Cette imbrication de facteurs locaux avec les enjeux globaux illustre la dimension hautement sensible et difficile à désamorcer du différent. L'évolution de la situation dépend souvent des choix politiques internes à chaque pays, mais aussi des équilibres à l'échelle européenne et internationale. L'analyse des sources de documentaires fait apparaître combien la narrativité sur la Crimée varie selon les acteurs impliqués. Les discours officiels russes insistent sur le retour d'une terre historique à sa patrie d'origine, mettant en avant une continuité culturelle longuement interrompue. En revanche, les autorités ukrainiennes et une partie importante de la communauté internationale soulignent la violation du droit international et la nécessité du respect des frontières établies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que celles reconnues après la disparition de l'URSS. Ce décalage dans l'interprétation crée une tension fondamentale qui reste au cœur de nombreux débats. En dehors des considérations politiques, il est intéressant de noter la richesse économique associée à la Crimée. Le tourisme est une activité clé, notamment grâce à son climat propice, ses paysages variés et son patrimoine historique. L'agriculture et la pêche jouent également un rôle important dans l'économie locale. Toutefois, ces secteurs ont connu des perturbations liées au changement de souveraineté et aux sanctions internationales, affectant les conditions de vie des populations sur place. La gestion économique est donc un autre aspect à considérer dans l'évaluation de la situation complexe de la péninsule. La dimension militaire renforce l'importance géopolitique de la Crimée. En plus de la flotte de la mer Noire, la péninsule abrite des infrastructures stratégiques, notamment des bases aériennes et des systèmes de défense. Ces éléments sont essentiels dans le cadre des opérations régulières de la Russie dans la région. La présence militaire renforce la capacité d'influence sur les États voisins et joue un rôle dissuasif dans des conflits potentiels. Cette militarisation est un facteur de tension supplémentaire, contribuant à compliquer les perspectives de résolution pacifique du différend. Par ailleurs, le caractère multiconfessionnel de la Crimée témoigne de son histoire longue et diversifiée. On y trouve des communautés chrétiennes orthodoxes, musulmanes et catholiques, qui ont coexisté avec des degrés variables de coopération et de conflit. Cette pluralité religieuse fait de la péninsule un microcosme de la complexité culturelle de la région. Elle illustre aussi les défis liés à la coexistence pacifique dans un espace marqué par des enjeux identitaires forts et souvent conflictuels, renforçant ainsi la nécessité d'approches délicates dans la gestion du territoire. Un autre aspect historique à souligner est la relation entre la Crimée et la mer Noire. Cette mer a longtemps constitué une voie commerciale vitale reliant l'Europe à l'Asie. La position de la Crimée en fait un point de passage stratégique pour les routes maritimes, ainsi que pour des activités liées au transport, à la pêche et à l'exploration. Le contrôle de cette péninsule est donc aussi un contrôle indirect des voies maritimes, qui jouent un rôle central dans l'économie régionale et mondiale. Cette situation ajoute une couche supplémentaire à l'importance géostratégique considérable du territoire. Enfin, on peut considérer que les tensions autour de la Crimée ne peuvent être dissociées d'un contexte plus large, englobant les identités nationales russes et ukrainiennes. Ces deux nations partagent pourtant une histoire commune, mais aussi des narratives différentes sur leurs relations et leur territoire. La Crimée, en tant que point de convergence, symbolise en partie ces divergences et les enjeux liés aux frontières, à l'appartenance culturelle et au pouvoir politique. Cette complexité est au cœur des dynamiques actuelles et des perspectives de futur, laissant présager que les discussions et le dialogue restent indispensables pour une meilleure compréhension mutuelle. En résumé, la péninsule de Crimée représente bien plus qu'un simple territoire. Son histoire tumultueuse est le reflet des évolutions politiques, sociales et culturelles de la région depuis des siècles. De sa situation géographique avantageuse à la mosaïque de ses populations, en passant par les enjeux stratégiques, militaires et économiques, la Crimée incarne les nombreux défis auxquels font face la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Ce constat invite à une analyse approfondie et continue, afin d'envisager sereinement les pistes de résolution possibles dans un contexte où passé et présent se croisent constamment. Ce lien entre histoire et actualité conduit naturellement à poursuivre l'examen avec des aspects liés à l'évolution politique de l'Ukraine consécutifs à ces événements. La révolution orange et ses implications géopolitiques.
La révolution orange, survenue aux alentours de l'année 2004, représente un moment clé dans l'histoire contemporaine de l'Ukraine, avec des conséquences profondes sur les relations entre ce pays et la Russie, ainsi que sur la dynamique internationale qui s'en est suivie. Ce mouvement a émergé après une période électorale particulièrement controversée, où la population ukrainienne, à travers des manifestations pacifiques, a exprimé son refus de la fraude et de la corruption perçue dans le processus politique. Les élections présidentielles ont initialement désigné un candidat proche de Moscou, ce qui a déclenché un soulèvement populaire massif appelant à une réforme démocratique et à un ancrage plus marqué vers l'Occident. Les racines du conflit entre l'Ukraine et la Russie ont des dimensions historiques et culturelles complexes, s'étendant bien avant les événements de la Révolution orange. La longue coexistence au sein de l'Empire russe, puis de l'Union soviétique, a laissé des traces profondes, incluant une forte interdépendance économique et linguistique, mais aussi des ressentiments liés à la domination perçue et aux politiques d'Arte. Russification imposée. La révolution orange peut s'interpréter comme une réaction des Ukrainiens en quête d'une identité nationale affirmée, distincte de celle de la Russie. Ce réveil politique s'inscrit dans un contexte global, d'équilibre des pouvoirs qui a vu l'implication de différents acteurs internationaux, chacun cherchant à influencer l'orientation future de ce territoire stratégique. Le déroulement même de la révolution a été marqué par une série de confrontations pacifiques sur la place centrale de Kiev, où des milliers d'Ukrainiens de divers horizons sociaux se sont rassemblés malgré les conditions hivernales rigoureuses. Cette mobilisation populaire a suscité une attention médiatique internationale sans précédent, révélant la détermination d'une société civile souhaitant transformer ses structures politiques. L'ampleur de ce mouvement a alimenté des débats sur le rôle de la démocratie dans la région, le poids des oligarques et les influences extérieures, notamment celles de la Russie et de l'Union européenne. Cette période a ainsi été cruciale pour l'affirmation d'une vision ukrainienne alternative, visant à réduire l'emprise russe tout en cherchant un équilibre à maintenir avec ses voisins. Le contexte international a joué un rôle central dans l'évolution des tensions post-révolution orange. À cette époque, les relations entre la Russie et l'Occident traversèrent déjà des phases délicates, avec des désaccords sur des questions telles que l'élargissement de l'OTAN et les politiques énergétiques liées au gaz naturel. La volonté russe de conserver son influence sur l'Ukraine, considérée comme un territoire stratégique en raison de sa position géographique entre l'Est et l'Ouest, s'est heurtée aux aspirations ukrainiennes d'intégration européenne. Cette rivalité a contribué à durcir les postures diplomatiques, créant un climat d'incertitude et de suspicion prolongée. De nombreux analystes considèrent que les suites de la révolution orange ont constitué un tournant majeur dans le regain des tensions géopolitiques en Europe de l'Est. D'un point de vue interne, les conséquences de la révolution orange sur le paysage politique ukrainien ont été ambiguës. Bien que ce mouvement ait mené à la reconnaissance d'un nouveau président, Viktor Yushchenko, et à des réformes engagées pour renforcer l'état de droit, les divisions persistantes entre différentes forces politiques n'ont pas été entièrement surmontées. Le pays a continué à faire face à des défis considérables liés à la corruption, aux inégalités socio-économiques et aux tensions linguistiques entre les régions russophones à l'est et les zones majoritairement ukrainophones à l'ouest. Ces fractures ont contribué à maintenir un climat de fragilité institutionnelle qui allait s'avérer déterminant dans la période ultérieure de crise plus profonde. Sur le plan des relations bilatérales, la Russie a réagi avec prudence et parfois même avec hostilité face aux changements impulsés par la révolution orange. Moscou a perçu cette évolution comme une menace directe à sa zone d'influence traditionnelle, ce qui a mené à des mesures politiques et économiques visant à isoler ou à affaiblir l'Ukraine. Parmi ces actions, on compte la pression sur les approvisionnements énergétiques et le soutien à certains groupes politiques ou sociaux favorables à une orientation pro-russe. Ce positionnement s'inscrit dans une logique stratégique longue, où la Russie cherche à empêcher un basculement trop marqué de l'Ukraine vers l'Union européenne et l'Ouest en général. Ce contexte a jeté les bases d'un affrontement indirect qui allait s'intensifier dans les années suivantes. Il est aussi important de considérer le rôle des mythes et de la mémoire collective dans la construction des tensions autour de la révolution orange. Les récits historiques, souvent différenciés selon les interprétations ukrainiennes ou russes, ont nourri des représentations opposées de l'événement. En Ukraine, la révolution est fréquemment décrite
comme une manifestation légitime de la volonté populaire pour la liberté et l'indépendance. Tandis qu'en Russie, elle est parfois perçue comme une ingérence étrangère et un coup porté à la stabilité régionale. Ces perceptions divergentes ont renforcé les malentendus et les suspicions mutuelles, rendant plus difficile tout dialogue apaisé. La manipulation symbolique des faits historiques joue ainsi un rôle non négligeable dans la persistance du conflit. Les évolutions législatives et institutionnelles post-révolution orange ont aussi témoigné d'une tentative de modernisation du système politique ukrainien. La consolidation des droits civiques, la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption ont été des objectifs affichés par les acteurs politiques issus du mouvement. Toutefois, la mise en œuvre de ces réformes s'est heurtée à des obstacles structurels, notamment la résistance d'intérêts établis et la faiblesse des institutions judiciaires. Cette réalité a généré un certain désenchantement parmi une partie de la population, qui attendait des changements plus rapides et plus profonds. Cette frustration a contribué à façonner l'environnement politique complexe dans lequel s'inscrivent les événements ultérieurs. Un autre aspect à souligner concerne les implications économiques, notamment en termes de dépendance énergétique. L'Ukraine, en tant que pays de transit pour une grande partie du gaz russe destiné à l'Europe, se trouve dans une position stratégique qui a été exploitée tant par la Russie que par l'Union européenne. Les tensions liées au prix du gaz, aux contrats et aux livraisons ont souvent impacté non seulement les relations bilatérales, mais aussi la stabilité énergétique du continent européen. Ce contexte fait de l'Ukraine un foyer où se croisent des intérêts techniques, économiques et politiques complexes, renforçant ainsi l'importance géostratégique des événements de la Révolution orange. Enfin, la Révolution orange peut être analysée comme un symptôme d'un changement plus profond dans les aspirations et les orientations politiques des pays post-soviétiques. Ce mouvement a illustré le désir d'une population de réclamer davantage de démocratie, d'état de droit et de participation citoyenne, tout en confrontant les héritages d'un passé autoritaire. La portée de cette révolution a dépassé les frontières ukrainiennes, influençant des débats similaires dans d'autres États de la région. Ce phénomène témoigne de la manière dont les processus politiques locaux peuvent s'inscrire dans des dynamiques globales, où les enjeux identitaires, économiques et stratégiques se mêlent étroitement. Ces enseignements convergent vers la compréhension des défis rencontrés dans la construction de sociétés démocratiques solides en contexte post-soviétique. Ces considérations ouvrent la voie à l'analyse des événements survenus après la Révolution orange, en particulier la crise politique et militaire qui a éclaté dans la décennie suivante, marquant une nouvelle étape dans les relations russo-ukrainiennes. La transition vers ces épisodes plus récents suppose d'examiner les effets durables des tensions accumulées et des mécanismes de médiation internationale mis en place parmi des acteurs variés. Ainsi, l'histoire qui suit permettra de mieux comprendre les racines profondes des affrontements actuels, tout en mettant en lumière les enjeux persistants qui façonnent la région aujourd'hui. Le contexte de l'annexion de la Crimée et les réactions internationales. La péninsule de Crimée, située stratégiquement entre la mer Noire et la mer d'Azov, a une histoire complexe marquée par des influences diverses au cours des siècles. Tout au long du XIXe siècle, la région fut marquée par la domination de l'Empire russe qui consolida son emprise après la guerre de Crimée. Un conflit majeur opposant la Russie à plusieurs puissances européennes. Ce contexte historique explique en partie l'attachement stratégique de la Russie à la Crimée, qui devint notamment le siège important de sa flotte militaire. Au XXe siècle, la Crimée fut intégrée à la République socialiste soviétique d'Ukraine en 1954, une décision administrative prise sous Nikita Khrouchtchev, aspect qui allait devenir source de différends dans les décennies suivantes. Après la dissolution de l'Union soviétique en 1990, la Crimée fit partie de l'Ukraine indépendante, mais la région conserva une population significative de russophones et russo-compatibles culturellement. Cette spécificité ethnique alimenta diverses tensions politiques, notamment autour du statut autonomique de la péninsule. Parallèlement, la mer Noire et ses accès stratégiques représentèrent pour la Russie un intérêt vital, surtout concernant la base navale de Sébastopol, utilisée depuis des décennies. Dès les années 2000, des accords bilatéraux entre Moscou et Kiev visaient à préserver le statu quo. Mais les équilibres restèrent fragiles en raison des évolutions politiques internes aux deux pays
et du poids géopolitique croissant des alliances occidentales. Le déclenchement des événements menaçant l'équilibre se produisit lors des manifestations massives à Kiev, connues sous le nom d'Euromaïdan à la fin de l'année 2014. Celles-ci aboutirent à la destitution du président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych et à une réorientation politique vers l'Union européenne. Cette transition provoqua une réaction vive de la part de Moscou, qui perçut ce changement comme une menace directe à ses intérêts stratégiques en Ukraine, notamment en Crimée. Cette région, historiquement proche de la Russie et abritant une population majoritairement russophone, fut rapidement placée au cœur d'un processus d'annexion orchestré, de manière accélérée et controversée. Au cours de la première quinzaine de février 2014, la présence militaire russe à Sébastopol devint plus visible avec l'intervention de forces non identifiées, appelées parfois « petits hommes verts », sans un signe distinctif. Ce déploiement précéda un référendum organisé le 16 mars, présenté par la Russie comme une expression de la volonté populaire locale souhaitant rejoindre la Fédération de Russie. Malgré ces affirmations, le scrutin suscita de nombreuses contestations quant à sa légitimité, ses conditions de déroulement et sa conformité avec le droit international reconnu. Ce processus d'annexion rapide souleva des interrogations majeures dans la communauté internationale sur le respect des frontières souveraines des États et le principe d'intégrité territoriale. En réponse aux actions de Moscou, plusieurs États et institutions internationales réagirent fermement. L'Organisation des Nations Unies adopta une résolution soulignant le caractère illégal de l'annexion, affirmant le soutien à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Par ailleurs, l'Union européenne et les États-Unis mirent en place une série de sanctions économiques ciblant des individus, entreprises et secteurs stratégiques de l'économie russe. Ces mesures visaient à pénaliser ce que la communauté internationale considérait comme une violation flagrante du droit international et à dissuader d'éventuelles actions similaires dans d'autres régions du monde. La Russie, de son côté, justifia sa décision par la nécessité de protéger les populations russophones et ses intérêts nationaux, évoquant aussi des liens historiques profonds avec la Crimée et la nécessité de sécuriser son principal port militaire. Cette narration officielle chercha à établir un cadre légitime à l'annexion, mais fut largement rejetée sur la scène internationale, exacerbant les tensions diplomatiques. Cette période marqua ainsi un bouleversement majeur dans les relations Est-Ouest, rappelant les clivages hérités de la guerre froide et mettant en lumière les enjeux d'équilibre géopolitique dans la région. Le conflit autour de la Crimée engendra un nouveau cycle d'instabilité dans l'est de l'Ukraine, où des mouvements séparatistes prirent de l'ampleur, soutenus par des acteurs externes selon certaines analyses. La montée des hostilités dans le Donbass modifia l'architecture sécuritaire européenne et internationale, conduisant à des négociations complexes telles que les accords de Minsk, visant à instaurer un cessez-le-feu durable. Toutefois, ces tentatives rencontrèrent des difficultés répétées, soulignant la nature conflictuelle profonde et les intérêts divergents des parties impliquées. Les événements de ces années réactualisèrent également la pertinence des mécanismes internationaux de règlement des conflits et la nécessité de renforcer le cadre diplomatique. Les institutions telles que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe observèrent de près la situation, tentant d'assurer un dialogue entre les parties tout en documentant les violations constatées. Ce contexte servit de catalyseur pour un débat élargi sur la souveraineté nationale, les droits des minorités et les limites des interventions extérieures dans un monde multipolaire en mutation rapide. En conclusion, l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 représente un événement clé dans l'histoire contemporaine de la région, à la fois héritier de motifs historiques et révélateur des tensions géopolitiques actuelles. Cette action a provoqué une réorientation notable des relations internationales et un regain d'attention sur les principes fondamentaux du droit international. Alors que les actions entreprises ont durablement modifié le paysage politique ukrainien, elles ont également souligné la complexité des interactions entre histoire, identité et pouvoir dans un espace marqué par des rivalités persistantes. Cette dynamique invite à une réflexion approfondie sur les conditions nécessaires à une paix stable et respectueuse des souverainetés. À présent, il est important d'examiner les conséquences à plus long terme de ce bouleversement, ainsi que les réactions des autres acteurs internationaux dans ce contexte sensible.
Le conflit dans la région du Donbass, origine et développement. Le conflit dans la région du Donbass trouve ses racines dans des dynamiques historiques complexes mêlant identité, politique et enjeux territoriaux. Depuis l'époque de l'Union soviétique, cette zone, située à l'est de l'Ukraine, a toujours été caractérisée par une diversité culturelle et linguistique. Après l'effondrement de l'URSS, la nouvelle réalité politique a conduit à des tensions latentes entre les différentes communautés présentes dans la région. Ces tensions ont progressivement pris une forme plus visible à compter du début du XXIe siècle. Au cours des années précédentes, l'Ukraine a connu divers mouvements en faveur de son intégrité territoriale et de son orientation politique, oscillant souvent entre les influences occidentales et russes. La région du Donbass, avec une importante population russophone et des liens économiques étroits avec la Russie, s'est retrouvée au cœur de ces débats. Les revendications locales se mêlaient à des considérations géopolitiques plus larges, exacerbant les dissensions. Dans ce contexte, des manifestations et des protestations ont fréquemment jalonné le paysage politique régional. L'année 2014 a marqué un tournant décisif avec l'annexion de la Crimée par la Russie, un événement qui a profondément bouleversé la stabilité en Ukraine. Cette action a renforcé les craintes et les tensions dans le Donbass. Très rapidement, des mouvements séparatistes y ont émergé, soutenus, selon diverses analyses, par des intérêts extérieurs. Ce surgissement a transformé les désaccords politiques en un véritable conflit armé, opposant forces ukrainiennes et milices locales. Les combats se sont intensifiés, provoquant une crise humanitaire majeure. Le conflit a pris la forme d'une guerre hybride, mêlant affrontements militaires, propagande, cyberattaques et pression diplomatique. Le terme même de guerre est discuté, mais la réalité des violences n'a jamais fait de doute pour les habitants de la région. Les accords de Minsk se sont révélés fondamentaux pour tenter de contenir la violence. Signés en 2014 et 2015, ils visaient un cessez-le-feu et une résolution politique. Toutefois, leur mise en œuvre a souvent été entravée par des intérêts divergents et des violations régulières des engagements. Des enjeux identitaires jouent un rôle central dans ce conflit. La question de la langue, la mémoire historique ou la conscience nationale sont autant d'éléments qui alimentent les tensions. La région du Donbass était historiquement un carrefour où la culture ukrainienne et russe s'entremêlaient. Cette coexistence a parfois donné lieu à des identités plurielles, mais aussi à des confrontations lorsque les convictions politiques se sont durcies. L'influence de la propagande et des médias a contribué à polariser les opinions, rendant le dialogue plus difficile. Les conséquences humaines de cette crise sont particulièrement lourdes. Des milliers de personnes ont perdu la vie, tandis que des centaines de milliers ont été contraintes de quitter leur foyer. Les infrastructures vitales ont été gravement endommagées. La vie quotidienne dans cette région est devenue marquée par l'insécurité, l'incertitude et la privation. Les tentatives de reconstruction se heurtent à des réalités politiques instables et à des divisions persistantes entre les différentes parties prenantes. Ces facteurs prolongent la souffrance et complexifient la recherche d'une paix durable. Le contexte international autour du conflit a suscité une attention soutenue. La réaction des pays occidentaux, notamment sous forme de sanctions économiques contre la Russie, a renforcé les tensions. En parallèle, les négociations diplomatiques ont oscillé entre dialogue et confrontation. Les institutions internationales, telles que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ont joué un rôle de médiation tout en surveillant les évolutions sur le terrain. Ce paysage géopolitique reflète la complexité des intérêts en présence et la difficulté à trouver une solution consensuelle. Les dimensions économiques et sociales sont également centrales dans cette région. Le Donbass a longtemps été un centre industriel majeur, notamment dans l'exploitation du charbon et la production d'acier. La guerre a cependant paralysé une grande partie de ces activités, engendrant un chômage important et une baisse du niveau de vie. Cette dégradation économique a accentué les frustrations et nourri le mécontentement parmi la population. Le redressement économique apparaît donc indissociable d'un avenir pacifié. Les récits et représentations du conflit varient considérablement selon les points de vue. Chacun construit son propre récit à partir d'expériences vécues ou transmises. Des mythes historiques sont souvent mobilisés pour justifier des positions politiques. Par exemple,
L'interprétation des événements liés à la Seconde Guerre mondiale ou aux périodes soviétiques et tsaristes influence fortement les perceptions. Comprendre ces dynamiques narratives est essentiel pour appréhender la profondeur des divisions et les défis d'un dialogue apaisé. À travers cette histoire mouvementée, la question demeure ouverte quant à l'avenir de la région. Les tensions demeurent palpables, bien que des efforts de paix persistent. La possibilité d'un compromis repose sur la reconnaissance des différentes identités et la construction d'un cadre politique inclusif. Pour y parvenir, un dialogue sincère et prolongé est nécessaire, appuyé par une volonté internationale cohérente. Le futur du Donbass reste donc étroitement lié à des enjeux locaux, nationaux et mondiaux interconnectés. Il convient de poursuivre l'exploration des dimensions culturelles et sociales liées à ce conflit afin de mieux saisir son impact sur les populations affectées. Une attention particulière sera portée aux mécanismes de résilience et aux perspectives de réconciliation dans la suite de cette analyse, les tentatives de résolution et les accords de paix. Les efforts pour apaiser les tensions entre la Russie et l'Ukraine ont constitué un aspect crucial du conflit, marquant plusieurs étapes dans la recherche d'un compromis durable. Dès les premiers signes d'escalade, la communauté internationale a tenté d'intervenir pour instaurer le dialogue et réduire les affrontements. Ces tentatives diplomatiques ont pris une forme variée, allant de simples déclarations de bonne volonté à l'élaboration d'accords formels engageant les parties en conflit. Parmi ces initiatives, les accords de Minsk occupent une place centrale, symbolisant à la fois l'espoir d'une résolution pacifique et les difficultés inhérentes à la mise en œuvre d'un processus complexe. Signés pour la première fois en février 2016, les accords de Minsk-Pomme visaient à instaurer un cessez-le-feu immédiat et à définir un cadre pour une solution politique. Ce texte, négocié sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, réunissait représentants ukrainiens, russes ainsi que des représentants des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Le document comprenait plusieurs points essentiels, tels que le retrait des armes lourdes, l'échange de prisonniers et la restauration du contrôle des frontières par le gouvernement ukrainien, sous condition d'un statut spécial pour certaines zones. Ces clauses reflétaient la complexité de concilier souveraineté nationale et revendications régionales, un équilibre difficile à maintenir dans un contexte de méfiance mutuelle. Malgré la signature initiale, le cessez-le-feu n'a pas toujours été respecté sur le terrain. Les affrontements sporadiques ont persisté, entraînant des pertes humaines et un approfondissement des divisions. La mise en application des accords a été entravée par des différends concernant notamment le calendrier des mesures et la définition précise des responsabilités de chaque partie. Ces désaccords ont mis en lumière les limites des mécanismes de contrôle et d'arbitrage disponibles, reliant la question à des enjeux plus larges de politique internationale. L'absence de convergence sur certains points a conduit à une aggravation progressive de la situation, jusqu'à ce qu'un nouveau cadre soit proposé. C'est dans ce contexte que les accords de Minsk II ont vu le jour en février 2017, avec l'objectif de relancer le processus de paix après les défaillances du premier texte. Ce second accord reprenait les éléments fondamentaux du précédent, tout en ajoutant des mesures plus détaillées sur le retrait des troupes et la décentralisation du pouvoir. Un calendrier précis pour la mise en œuvre des dispositions était également fixé, incluant des étapes intermédiaires destinées à renforcer la confiance entre les parties. La signature de ce texte a été perçue comme un pas important vers la désescalade, mais son succès dépendait de la volonté réelle des acteurs impliqués à respecter les engagements pris. Dans les mois qui ont suivi, des progrès ont été réalisés dans certains domaines, comme l'échange partiel de prisonniers ou la diminution relative des combats dans certaines zones. Cependant, ces avancées ont été fragiles et ponctuelles, sans parvenir à instaurer une paix durable. Les différends sur le contrôle des frontières et la tenue d'élections locales dans les territoires contestés sont restés des points sensibles. La mise en œuvre d'un statut spécial pour les régions touchées, qui impliquait un certain degré d'autonomie, a suscité des débats intenses quant à son impact sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ces tensions ont nourri un climat de défiance, rendant difficile la consolidation des acquis. Il convient également d'évoquer le rôle des acteurs externes dans la dynamique des négociations. La Russie a été accusée par les autorités ukrainiennes et plusieurs États occidentaux d'apporter un soutien militaire et politique aux séparatistes, soulignant ainsi un aspect géopolitique déterminant du conflit.
Cette situation a compliqué la perspective d'une résolution locale et a placé les accords dans un cadre diplomatique plus large, impliquant des sanctions économiques et des pressions internationales. Les échanges entre Moscou, Kiev, ainsi que les partenaires internationaux ont souvent donné lieu à des discussions tendues autour de la légitimité et du respect des engagements. Par ailleurs, la question humanitaire a constitué un volet incontournable durant toute la période de négociation. Les conflits armés ont provoqué des déplacements massifs de population, fragilisé les infrastructures essentielles et généré une crise sociale d'envergure. Les accords de paix tentèrent d'intégrer ces préoccupations en proposant des mesures pour garantir l'accès à l'aide et la reconstruction des zones affectées. Néanmoins, la persistance des hostilités a entravé la mise en œuvre effective de ces initiatives, prolongeant les souffrances des civils et limitant les chances de réconciliation. Ce contexte humanitaire délicat a maintenu la pression sur les négociateurs, soulignant l'urgence de trouver une solution. Le processus de paix a également fait face à des limites institutionnelles et conceptuelles. Les divergences sur la nature du compromis à adopter entre l'intégrité territoriale et la reconnaissance politique des régions rebelles ont freiné la convergence. De plus, l'interdépendance entre questions militaires, politiques et économiques a complexifié toute tentative d'avancée rapide. Cette situation a mis en exergue la nécessité d'une approche globale, impliquant non seulement des aspects sécuritaires, mais aussi un dialogue approfondi sur les causes profondes du conflit. La construction de la confiance, véritable socle de la paix, s'est avérée difficile à établir dans un climat marqué par la méfiance historique. Sur le plan juridique, les accords de Minsk ont également soulevé des débats sur leur application et leur caractère contraignant. La nature de ces documents, élaborés par des parties aux intérêts divergents, a posé la question de leur reconnaissance au niveau international. Certains États et organisations internationales ont soutenu pleinement ces initiatives, tandis que d'autres les ont considérées comme insuffisantes ou partiales. Cette pluralité d'opinions a reflété les complexités propres aux conflits régionaux dans un contexte globalisé, où la légitimité des acteurs et des accords peut être remise en cause. Le suivi et le contrôle des engagements ont représenté un autre défi majeur. La présence d'observateurs internationaux, notamment de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, visait à garantir le respect des clauses des accords. Cependant, les restrictions d'accès et les obstacles imposés sur le terrain ont limité l'efficacité de ces missions. L'impossibilité de disposer d'un contrôle complet a renforcé l'incertitude quant à la réalité des conditions sur place, tout en alimentant les accusations réciproques de non-respect. Cette situation a contribué à maintenir un état de tension persistant, contrastant avec les espoirs initialement suscités par les accords. Il est important de noter que ces tentatives de résolution ne se sont pas limitées à des initiatives internationales, mais ont également inclus des démarches diplomatiques bilatérales entre la Russie et l'Ukraine. Les échanges directs ont cherché à établir des mécanismes de coordination et à réduire les risques d'escalade. Parfois, ces discussions ont permis d'éviter des confrontations majeures, témoignant de la complexité des relations entre les deux pays. Toutefois, les profondes divergences politiques et les intérêts stratégiques divergent ont souvent limité la portée de ces efforts, rendant la situation fragile et sujette à des retournements. L'histoire de ces accords illustre les contradictions inhérentes au processus de paix dans un contexte de conflit prolongé. D'une part, leur existence témoigne de la volonté de rechercher une solution pacifique et organisée. D'autre part, les difficultés répétées dans leur application montrent l'ampleur des obstacles à surmonter. Ces documents sont à la fois symboles d'espoir et marqueurs de défis, reflétant la complexité d'un conflit enraciné dans des dimensions historiques, culturelles et politiques profondes. La compréhension de ces dynamiques est essentielle pour appréhender la manière dont le conflit a évolué au fil du temps. Cette analyse des tentatives de résolution mène naturellement à la poursuite de l'étude des évolutions récentes du conflit et des stratégies employées par les différentes parties. Les leçons tirées des accords de Minsk et des obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre éclairent les enjeux actuels. Ces éléments seront examinés dans la suite de notre réflexion, permettant d'évaluer les perspectives pour l'avenir et les possibilités d'aboutir à une paix durable. Les dimensions culturelles et linguistiques du conflit. Les racines du conflit entre la Russie et l'Ukraine plongent profondément dans une histoire complexe, marquée par des dynamiques culturelles,
linguistiques et politiques qui se sont développées au fil des siècles. Comprendre cette réalité nécessite d'appréhender non seulement les événements historiques majeurs, mais aussi la diversité interne des populations concernées. Chacune porteuse d'identités multiples et souvent imbriquées les unes dans les autres. Ces dimensions culturelles et linguistiques offrent une clé essentielle pour saisir la nature même des tensions persistantes. Depuis l'époque médiévale, les territoires correspondant aujourd'hui à la Russie et à l'Ukraine ont subi plusieurs phases d'intégration et de fragmentation. La Rousse de Kiev, qui a prospéré aux alentours du Xe siècle, est souvent considérée comme l'ancêtre commun de plusieurs peuples slaves orientaux, notamment les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses. Cependant, cette unité initiale a peu à peu laissé place à des trajectoires distinctes, façonnées par des influences étrangères diverses, comme les Mongols, les Polonais lituaniens et plus tard les empires russes et austro-hongrois. Cette complexité historique a nourri une mosaïque linguistique où le russe, l'ukrainien et d'autres langues régionales se sont développés parallèlement. L'ukrainien, riche de ses dialectes, s'est imposé comme une langue distincte avec une littérature et des traditions propres, notamment dès le XVIIe siècle. Pourtant, durant plusieurs périodes, notamment sous l'Empire russe puis l'Union soviétique, la politique linguistique a souvent favorisé le russe au détriment du ukrainien, participant à une dynamique où le bilinguisme, voire des conflits linguistiques, se sont largement manifestés. Sur le plan culturel, la religion orthodoxe joue aussi un rôle historique important. La chrétienté orthodoxe, adoptée officiellement à la Rousse de Kiev en 1038, a contribué à cimenter une identité commune, mais elle s'est divisée entre différentes juridictions ecclésiastiques au fil du temps. Par exemple, l'Église orthodoxe ukrainienne, tout en partageant la même tradition liturgique que l'Église russe, a cherché à affirmer une autonomie religieuse, phénomène qui a aussi alimenté les tensions identitaires. Au XXe siècle, ces particularismes ont trouvé un nouveau terrain de confrontation, notamment à partir de la création de l'Union soviétique. La politique dite de korénizatsiya, dans les années 20, visait à promouvoir les cultures nationales au sein des républiques soviétiques, y compris celles ukrainiennes. Mais cette approche a été rapidement remplacée par une russification plus ou moins souple selon les périodes. L'imposition culturelle et linguistique du russe a généré un sentiment de perte ou d'inquiétude au sein des populations ukrainiennes, contribuant à un sentiment d'aliénation. Le mouvement indépendantiste ukrainien, jusque-là marginal, a pris de l'ampleur dans la seconde moitié du XXe siècle. La lutte pour la reconnaissance de la langue ukrainienne, ainsi que les revendications pour la souveraineté politique se sont intensifiées à mesure que l'Union soviétique montrait des signes de faiblesse. En 1991, la déclaration d'indépendance de l'Ukraine est devenue un moment charnière, marqué par un large consensus populaire, mais aussi par une diversité d'attitudes au sein du pays, notamment dans les régions orientales à prédominance russophone. Ces différences régionales prolongent dans la complexité culturelle et linguistique. L'Ukraine est composée de zones où l'ukrainien est majoritaire, souvent dans l'ouest et le centre, tandis que l'est et le sud présentent une forte proportion de russophones. Cette réalité multipolaire affecte la politique interne et la perception des relations avec la Russie. Tandis que certains habitants se sentent culturellement proches de la Russie, d'autres revendiquent une identité ukrainienne affirmée et distincte. La perception historique variera également. La mémoire des guerres, des incursions, des famines, notamment celle dite de l'Holodomor dans les années 30, marquée par la question du rôle de Moscou dans cette tragédie, continue d'alimenter des ressentiments. Cet événement constitue un point de rupture pour beaucoup d'Ukrainiens, qui y voient une tentative délibérée de détruire leur peuple ou culture, ce qui nourrit la méfiance envers les autorités russes actuelles. Sur le plan international, ces dimensions culturelles et linguistiques s'entrelacent avec des enjeux géopolitiques. La Russie justifie souvent son intervention par la nécessité de protéger les locuteurs russes et les populations culturellement proches. Une rhétorique s'appuyant sur des liens historiques évidents, mais parfois interprétés différemment par les Ukrainiens, qui y voient une atteinte à leur souveraineté et une remise en question de leurs choix politiques. La question de la langue au sein de l'Ukraine reste donc un pivot sensible. Si le russe continue d'être largement utilisé, notamment dans les médias,
La législation dite de ukrainisation tente d'affirmer le rôle de l'ukrainien comme langue officielle et vecteur d'unité nationale. Ce faisant, elle suscite débats et contestations dans certains quartiers, démontrant que la langue demeure un symbole puissant d'appartenance et de résistance. Au-delà de ces considérations, il importe de souligner l'existence de nombreuses autres langues et cultures minoritaires, comme le tatar de Crimée, l'arménien, le polonais ou le hongrois. Ce pluralisme illustre que la région n'est jamais monolithique et qu'une lecture simpliste réduit la richesse et la diversité des populations à des antagonismes unidimensionnels. Cette analyse invite donc à appréhender le conflit non pas uniquement comme une opposition binaire entre deux États, mais comme une dynamique imbriquée, issue d'une histoire partagée et parfois douloureuse, où convergent et s'affrontent langues, croyances, mémoires et aspirations diverses. Il s'agit en somme d'une complexité régionale portée par une multitude d'acteurs et de perspectives. Cette perspective contribue à comprendre pourquoi les tentatives de résolution politique sont souvent délicates, car chaque solution doit composer avec ses différences profondément enracinées. Le dialogue et le compromis s'avèrent dès lors indispensables pour envisager un avenir pacifié, respectueux des spécificités culturelles et linguistiques de chacun. La reconnaissance mutuelle des identités, ainsi que le respect des héritages historiques, apparaissent comme des éléments fondamentaux pour dépasser les oppositions. En parallèle, la médiation internationale et régionale joue un rôle important en facilitant la compréhension entre les parties, bien que les intérêts stratégiques compliquent par souvent cette démarche. Au moment où cette histoire s'écrit, la société ukrainienne poursuit son chemin vers la consolidation de son identité nationale, tandis que les influences russes continuent d'exercer un poids dont l'ampleur varie selon les territoires. Le paysage culturel demeure donc dynamique, en perpétuelle évolution, avec des interrogations quant à la coexistence des langues et des cultures. Il est aussi crucial de considérer l'impact des migrations récentes provoquées par les tensions et les conflits armés. Des mouvements de population à grande échelle modifient la démographie locale, et donc les équilibres linguistiques et culturels, introduisant de nouveaux défis pour la cohésion sociale à long terme. En somme, les dimensions culturelles et linguistiques du conflit entre la Russie et l'Ukraine ont des origines anciennes et se manifestent à travers une diversité riche mais complexe. La multiplicité des voix, des traditions et des mémoires impose une analyse nuancée, qui déjoue les raccourcis simplistes et invite à la réconciliation par la connaissance et le respect mutuel. Cette compréhension forme donc un socle indispensable avant d'aborder les étapes politiques postérieures, les alliances internationales et les implications économiques qui contribuent aussi à modeler la situation actuelle, préparant ainsi le terrain pour une lecture plus approfondie des événements récents. Perspectives d'avenir et enjeux de la réconciliation. Au cours de l'histoire contemporaine, les relations entre la Russie et l'Ukraine ont traversé des périodes de coopération, mais aussi de tensions persistantes. Ces tensions trouvent leurs racines dans un passé commun complexe, marqué par des échanges culturels, des luttes politiques et des revendications territoriales. L'Ukraine, vaste territoire situé entre l'Europe orientale et la Russie, a souvent été un carrefour stratégique, influencé à la fois par Moscou et par les puissances occidentales. Cette position géographique a modelé la nature des interactions entre ces deux nations depuis plusieurs siècles. Au XIXe siècle, la région ukrainienne faisait partie de l'Empire russe, et cette intégration politique avait des implications sur les cultures et les identités locales. L'ukrainien, langue largement parlée dans les campagnes, cohabitait avec le russe dans les villes, créant une dynamique linguistique particulière. Ce contexte a favorisé une complexité identitaire, où certains habitants se sentaient proches de Moscou, tandis que d'autres aspiraient à une reconnaissance autonome de leur culture et de leurs droits. La question nationale ukrainienne a ainsi commencé à prendre de l'ampleur dans la conscience collective. Le XXe siècle a été marqué par des événements majeurs affectant la région, notamment la Révolution russe, la guerre civile et la formation de l'Union soviétique. L'Ukraine fut intégrée en tant que république soviétique, avec une certaine autonomie administrative, mais soumise à l'autorité centrale à Moscou. Cette période a produit des conséquences durables, notamment en matière d'économie planifiée, de répression politique et de déportation. Les famines provoquées dans les années 30, notamment l'Holodomor, ont laissé une empreinte profonde dans la mémoire ukrainienne, renforçant les revendications d'indépendance
et la méfiance vis-à-vis de la Russie. Avec l'effondrement de l'Union soviétique à la fin du XXe siècle, l'Ukraine a obtenu son indépendance, inaugurant une nouvelle ère dans ses relations avec la Russie. La transition vers un État souverain s'est accompagnée de nombreux défis, dont la définition des frontières, la gestion des minorités russophones et l'orientation géopolitique du pays. La Russie, quant à elle, confrontée à la perte d'influence sur un territoire auparavant intégré dans son empire, a vu émerger des tensions autour de la Crimée et du Donbass, régions stratégiques où les populations russes étaient significatives. Les événements récents ont accentué ces différends de longue date, déclenchant un conflit ouvert qui a transformé la scène européenne et mondiale. La crise a mis en lumière la complexité des héritages historiques, le poids des narratives nationales et les enjeux de sécurité régionale. Les dialogues diplomatiques, bien que nombreux, n'ont pas toujours permis d'atténuer les oppositions, soulignant les profondes divergences politiques et culturelles existantes. Cependant, il demeure essentiel de comprendre ces dynamiques dans une perspective nuancée et factuelle. Sur le plan politique, les défis restent nombreux. La reconnaissance mutuelle des intérêts, le respect de la souveraineté et l'établissement d'un cadre légal commun sont des obstacles majeurs à surmonter. La reconstruction de la confiance passe également par des initiatives institutionnelles et des mécanismes de coopération, qui doivent inclure des garanties de sécurité pour les parties concernées. Ces démarches nécessitent du temps, ainsi qu'une volonté politique soutenue des deux côtés, tout en prenant en compte les aspirations de leurs populations respectives. D'un point de vue social, la question identitaire est centrale. Les populations russophones en Ukraine et les ukrainophones en Russie représentent un pont potentiel, mais également un facteur de tension. La valorisation des cultures respectives, la protection des droits linguistiques et des minorités, ainsi que la promotion du dialogue interculturel, apparaissent comme des conditions indispensables à la réconciliation. Ces aspects doivent s'appuyer sur des initiatives éducatives et des échanges culturels visant à réduire les préjugés et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle. À l'échelle internationale, le conflit a mobilisé une large communauté d'États et d'organisations. Les interventions diplomatiques, les sanctions économiques et les missions humanitaires témoignent de l'importance accordée à cette situation dans la scène globale. La coopération multilatérale est ainsi appelée à jouer un rôle déterminant dans la stabilisation de la région, par l'intermédiaire d'un consensus sur les principes du droit international et la promotion de solutions pacifiques. Cette implication extérieure doit néanmoins respecter la souveraineté des nations concernées. Parmi les scénarios envisageables pour l'avenir, la recherche d'un compromis durable repose sur des concessions mutuelles et un dialogue constructif. La délimitation claire des frontières, associée à des garanties de respect des droits humains, constitue un préalable. De plus, la création de structures communes en matière économique et sécuritaire pourrait aider à bâtir une confiance progressive. Le développement de projets conjoints dans les domaines scientifiques, culturels ou environnementaux pourrait également contribuer à pacifier les rapports. Il convient de souligner que la réconciliation ne pourra se faire rapidement, étant donné la profondeur des blessures historiques et des intérêts divergents. La patience et la persévérance sont indispensables pour avancer vers un mieux vivre ensemble. Des processus inclusifs, intégrant toutes les parties prenantes, y compris la société civile, doivent accompagner les négociations officielles. Le rôle des médias équilibrés apparaît également clé pour éviter la propagation de discours polarisantes en proposant des informations factuelles et objectives. Enfin, le chemin vers un avenir apaisé entre la Russie et l'Ukraine nécessite un engagement partagé vers la compréhension et le respect mutuel. L'histoire commune, avec ses complexités, peut être une source d'enrichissement plutôt qu'un facteur de division, à condition qu'elle soit abordée sans préjugés ni simplification excessive. La construction d'une mémoire collective équilibrée favorise la création d'un environnement dans lequel la paix peut s'enraciner durablement. Ce travail de fond s'appuie sur la volonté des sociétés et de leurs dirigeants de tourner la page des conflits passés. Ainsi se dessinent des perspectives variées, où le dialogue et la coopération tiennent une place centrale. Les enjeux sont multiples et touchent à la fois les sphères politiques, sociales et internationales. Le temps reste un allié précieux dans ce processus car il permet d'instaurer des conditions propices à une réconciliation réelle et respectueuse. Cette vision, fondée sur l'analyse rigoureuse des faits et une posture apaisée, ouvre la voie
à une réflexion approfondie sur les moyens de dépasser les antagonismes historiques. Ce chemin, bien que semé d'embûches, porte en lui la possibilité d'un renouveau dans les rapports russo-ukrainiens. La prise en compte des expériences passées et des aspirations présentes offre une base solide pour concevoir des solutions pragmatiques. Le défi consiste à transformer les héritages conflictuels en ressources pour bâtir un avenir commun. En ce sens, chaque avancée, même modeste, contribue à l'instauration d'un climat de confiance et de coopération durable. Les défis techniques, économiques et humanitaires présents dans cette région demandent une attention constante. Le soutien international, qu'il soit financier ou technique, doit être en harmonie avec les besoins exprimés localement. La coordination entre les différentes parties prenantes est cruciale pour garantir l'efficacité des initiatives engagées. Cette synergie favorise la mise en œuvre de projets de développement qui répondent aux spécificités régionales, avec un respect scrupuleux des contextes historiques et culturels. Par ailleurs, les enjeux liés à la sécurité énergétique constituent un autre aspect significatif. La Russie et l'Ukraine sont interconnectés par des infrastructures vitales pour la fourniture et le transit d'énergie en Europe. La stabilité de ces réseaux est essentielle pour assurer un approvisionnement régulier, évitant ainsi des conséquences économiques et sociales importantes. La coopération dans ce domaine peut jouer un rôle de facteur stabilisant en dépassant les différents politiques par un intérêt commun partagé. Il est également important d'observer que la jeunesse des deux pays porte en elle des aspirations différentes, souvent touchées par les évolutions technologiques et les échanges mondiaux. Les opportunités d'éducation, de mobilité et de dialogue interculturel peuvent être des leviers puissants pour encourager une nouvelle génération à adopter une vision moins empreinte de tension. Le soutien à ces initiatives favorise la création de liens personnels et professionnels, contribuant indirectement à la paix durable. Dans cette optique, les institutions européennes et internationales jouent un rôle facilitateur en offrant des plateformes de dialogue et des ressources pour les programmes éducatifs et culturels. Ces efforts doivent être conçus de manière à respecter les sensibilités nationales et à promouvoir une coopération équilibrée. La prise en compte du pluralisme culturel est une condition essentielle pour que ces actions soient perçues comme légitimes et utiles, contribuant à consolider un climat pacifique. Les perspectives d'avenir montrent que la résolution complète des différends est un processus progressif. Chaque étape franchie dans la collaboration institutionnelle, sociale ou économique ajoute un élément de stabilité. Il s'agit de construire patiemment des ponts qui pourront résister aux aléas politiques et aux tensions passagères. La pérennité de cette paix repose sur une vigilance constante et un engagement renouvelé de toutes les parties impliquées dans un esprit de respect mutuel. Le rôle de la mémoire historique demeure également central dans ce processus. La reconnaissance des faits et des souffrances passées, ainsi que la volonté commune de ne pas les instrumentaliser, favorisent un climat de confiance. L'éducation à la paix et à la tolérance, appuyée sur des sources variées et vérifiées, constitue un fondement essentiel pour prévenir la reconstruction des antagonismes. Le travail sur cette mémoire partagée permet de jeter les bases d'une cohabitation apaisée. En résumé, la réconciliation entre la Russie et l'Ukraine nécessite une approche globale, intégrant plusieurs dimensions complémentaires. La patience, la rigueur et la volonté politique sont les conditions sine qua non d'un tel cheminement. Les enjeux dépassent largement les seules frontières de ces deux nations, marquant une étape importante dans l'équilibre géopolitique européen et mondial. La perspective d'une coexistence harmonieuse repose autant sur la capacité de dialogue que sur la reconnaissance des intérêts légitimes des différentes parties. Ce récit, empreint de réalité historique contemporaine, invite à une réflexion posée sur les mécanismes de résolution des conflits. Il suggère que l'expérience accumulée dans d'autres situations similaires peut éclairer les approches possibles. Les leçons tirées des processus de réconciliation dans diverses régions du globe montrent que la construction d'une paix durable est un projet complexe mais réalisable. Le contexte russo-ukrainien, avec sa profondeur et son originalité, ne fait pas exception à cette règle. La transition vers la prochaine étape de cette analyse portera sur l'illustration concrète des initiatives engagées pour favoriser le dialogue et la coopération. L'étude des actions menées actuellement permettra de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre et les obstacles restants à franchir. Cette perspective
permettra d'enrichir la vision globale du processus de réconciliation, en considérant à la fois les avancées et les résistances dans une démarche informative et analytique.